Le jardin australien est un jardin botanique à l'innovation radicale, car il n'est pas qu'un simple herbier à ciel ouvert. Il révolutionne le genre et l'art du jardin. Toute l'Australie est racontée ici. 25 hectares pour une collection de plantes emblématiques du pays, collectées pendant 20 ans. Voici ceux qui ont fait de cet endroit un surprenant réservoir de biodiversité. Ils sont 6, et à eux 6, ils forment la Green Team du jardin australien. Il y a Perry le paysagiste, Edwina la plasticienne, John le jardinier, Paul l'expert en botanique, la professeure Sue-Ann et Chris le boss. Nous avons 25 000 espèces botaniques différentes en Australie, que l'on découvre dans des paysages aussi différents que des déserts, des montagnes enneigées, des marais, des côtes maritimes. Concevoir un nouveau jardin qui regroupe toute cette diversité dans un style très différent des anciens jardins européens est très passionnant. Il était temps pour l'Australie de développer ses propres ressources nationales. Ce jardin n'est pas basé que sur la botanique, mais sur la culture et l'art. C'est l'interprétation d'un continent. Nous ne voulions pas reproduire l'Australie. Ce n'était pas une copie conforme de ces paysages. On voulait en retranscrire l'essence, l'âme. C'est notre interprétation artistique de ce qu'on peut imaginer devant ces paysages. Ce qu'on a essayé de transmettre aux visiteurs, c'est regarder ces paysages, mais regardez-les aussi avec un œil neuf. De la couleur rouge à la texture la plus extravagante, voici l'histoire de cet ouvrage, tout droit sorti de l'imagination de ces couturiers. Lorsque nous avons découvert ce site, c'était une ancienne mine de sable. Il y avait ici ce qu'on appelle un lac d'extraction. C'était assez joli, mais nous nous sommes demandé s'il s'agissait vraiment de la première expérience à faire vivre aux visiteurs un joli lac bleu. Et nous nous sommes dit, non, remplissons-le et transformons-le en désert. C'est la quintessence iconique du paysage principal de notre continent. C'était la meilleure histoire à raconter pour les visiteurs. C'était un peu risqué, car peu de jardins s'ouvrent sur une grande étendue rouge vide. C'est important de se confronter à ce paysage. C'est notre paysage principal, c'est l'Australie, rouge, sèche et mystérieuse. Nous avons été inspirés par un artiste, Fred Williams, un remarquable peintre de paysages australien. Il a réussi à transmettre les couleurs, les formes et les motifs des paysages aborigènes de manière stylisée et abstraite. Ce jardin est une déclaration d'amour au panorama aborigène. On voulait que les visiteurs regardent différemment nos paysages d'Australie. Dans la partie droite du jardin, on peut voir des sortes de demi-lunes. Ce sont des formes arrondies répétitives qui se forment habituellement dans le désert à cause du sable et du vent. On les a utilisées en ligne parallèle pour agrandir la taille et la profondeur. L'autre technique a été de mettre des ronds argentés dont la taille diminue dans la profondeur. Ça accentue la perspective de cet espace. De ce gigantesque tableau rouge et ocre, à la fois graphique et chromatique, surgissent des touches de gris clair. Ces disques d'inspiration japonaise, qui ponctuent cet aplat incandescent, sont formés par des buissons appelés Rhagodia spinescens. Très résistants à l'aridité du désert, ils sont recouverts de minuscules cristaux de sel, traces d'une époque lointaine où de nombreux paléolacs recouvraient le continent. C'est dans ces plaines salines qu'Edwina, notre plasticienne, a puisé l'inspiration pour créer une œuvre d'art.
Le Red Sand Garden a une esthétique très simple. Nous avons joué sur ces contrastes pour affirmer son identité. Nous utilisons un vernis qui, en se craquelant, laisse apparaître une teinte brune. Nous avons voulu créer des marques sur cette surface plane pour garder une mémoire du passage des animaux et du vent. Nous avons donc dispersé ces traces qui évoquent celles d'un kangourou ou du vent pour raconter une histoire à travers la céramique. La plupart des Australiens passent toute leur vie sur les côtes. C'est là que la plupart des gens vivent. Une grande partie de la population n'est jamais allée dans le centre du pays. Quand j'ai eu la chance d'y aller à presque 30 ans et de traverser le désert en voiture, j'ai tout de suite aimé les couleurs, ce rouge et ces plantes grises argentées. J'ai été très attirée par cette sensibilité. Après le désert flamboyant, le bush. À la fois sec et verdoyant, il symbolise les forêts sauvages et indomptées. C'est l'autre image forte de l'Australie qui couvre jusqu'à 800 000 km² de terre, de Melbourne à Sydney, des forêts élancées où dansent d'élégants eucalyptus et des buissons touffus. C'est à l'ouest du jardin, le long de la promenade des Gommiers, que déboulent ces frondaisons gracieuses. Nous avons voulu créer un contraste avec le grand désert rouge. En entrant dans la promenade des Gommiers, on est immergé dans un paysage texturé et dense. On traverse toute la diversité de nos immenses forêts. Les gommiers sont la quintessence des plantes australiennes. Un jardin botanique qui représente l'Australie doit contenir une grande variété de gommiers. On a voulu mettre en évidence les qualités de nos forêts, dont l'une d'elles est la texture. Les troncs de certains eucalyptus ont des formes magnifiques. Mais si vous traversez le jardin Peppermint, c'est une autre expérience. L'odeur des gommiers entre en jeu. Vous traversez ce paysage et vous êtes surpris par ce parfum. Vous faites « Waouh !» C'est une expérience puissante qui n'est pas visuelle, c'est un autre sens. Dans cette collection exceptionnelle d'eucalyptus, il y a un dessin qui n'a pas échappé à Perry, notre paysagiste. Un minuscule tracé sinueux dessiné par une larve qui se nourrit de l'écorce du tronc des scribbly-gums. Un motif presque insignifiant, mais qui représente à lui seul un imprimé très haute couture. Pendant la conception du jardin, on se disait qu'il fallait des scribbly-gums. Je me suis dit, le motif est vraiment beau. Et si on s'en servait pour créer une allée? On est parti d'un tout petit motif pour en faire une expérience grandeur nature. L'Australian Garden ressemble à un jardin japonais. Les créateurs japonais travaillent d'une façon très particulière. Ils stylisent et symbolisent les paysages. Ils capturent l'essence d'un pays à l'intérieur d'à peine 2 ou 3 mètres carrés. C'est une magnifique forme d'art que nous essayons humblement de reproduire pour notre pays. Si ce jardin est aussi singulier, c'est qu'il conjugue à la perfection une histoire australienne à l'art des jardins japonais, visible avec ce pont. Le pont Lillipad est également une autre évocation stylisée de la nature australienne, le billabong, ces petites étendues d'eau, appelées ainsi par les aborigènes, se formant généralement lorsque le cours d'une rivière change. Dans ces méandres morts, on trouve beaucoup de nénuphars, dont le motif des feuilles a été repris ici de façon surdimensionnée. Nous sommes définis par les sécheresses et les crues. Nous avons pensé que l'eau devait être un élément narratif important pour ce jardin. Nous avons conçu un dispositif qui fait voyager le visiteur des étendues arides où l'eau est rare vers l'abondance des zones côtières.
L'eau permet un voyage métaphorique à travers ces paysages, mais aussi physiquement à travers le jardin. Le nord du jardin, où se trouve un très beau cours d'eau, représente la fin du voyage de l'eau. Il symbolise la partie la plus peuplée de l'Australie. Sur les côtes, les paysages sont plus créatifs. Ils ont été redessinés. Ils sont beaucoup plus urbanisés. Cette partie du jardin reflète ce contraste. Ce qui est si beau avec ces paysages, c'est de voir le mouvement du sable avec le temps qui forme de très belles formes fluides. L'autre particularité de ces paysages, ce sont les mélaleuques, aussi appelés arbres à thé qu'on peut voir derrière nous. Les mélaleuques font la transition entre les rivières et les côtes. Nous avons choisi le mélaleuque car c'est l'une des rares plantes typiques qui pousse sur toute la côte australienne. Nous ne nous inspirons pas vraiment d'un écosystème, mais nous mettons en scène un personnage. C'est une interprétation très moderne. Les arbres ont été taillés comme de grands bonsaïs. Nous voulions montrer les plantes avec une mise en scène différente. La colonisation de l'Australie par l'Angleterre et l'Europe a laissé les traces d'un vieux modèle. Dans beaucoup de nos jardins domestiques, on trouve des plantes européennes. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais je pense que nous devons davantage utiliser la flore d'origine australienne. Il y a un Homo sapiens qui vit ici depuis 18 ans, depuis la création de cet endroit si singulier. Ses jours sont plus beaux que ses nuits, tellement il prend soin de ce paradis. C'est lui, John Arnott, le saint patron des jardiniers. C'est une collaboration réussie entre architecture contemporaine et horticulture éclairée. Ce sont ces deux aspects qui sont rassemblés ici. Il y a dans ce jardin des plantes dont la culture est extrêmement exigeante pour des raisons très différentes. Nous avons planté environ 2000 variétés d'espèces. Certaines sont parfaitement adaptées et relativement faciles à faire pousser. D'autres sont plus difficiles. C'est ce qui est beau à propos de ce jardin. Nous pouvons prendre des risques. Nous pouvons expérimenter, nous pouvons tester la résistance de nombreuses plantes, loin de leur écosystème naturel. Je pense que le rôle d'un jardin botanique, c'est de repousser les limites. Celles-ci ont besoin d'un bon coup à boire. Elles sont assez sèches. Nous avons un groupe de grass trees de l'espèce Xanthorrhoea. C'est une espèce unique qu'on ne trouve qu'en Australie. Comme beaucoup de plantes australiennes, elles sont très bien adaptées pour survivre au feu. Et vous pouvez voir, juste ici, sur ce tronc, ce magnifique tronc très ancien, qu'il est noir à cause des incendies du bush. Lorsque le feu arrive, ça enfume le tronc, mais n'atteint jamais la cime de l'arbre. Et après le passage du feu, vous pouvez voir des milliers de fleurs, toujours dressées et intactes.
La végétation australienne est d'une incroyable subtilité. Sa beauté se trouve dans ses détails et les milliards de petits phénomènes qui s'y produisent. Ce n'est pas un paysage impétueux. L'autre particularité de ce jardin, c'est son excentricité et avant tout, la singularité de ses espèces. Nous sommes toujours en Australie, mais 600 millions d'années plus tôt, dans le froid humide d'un supercontinent, le Gondwana. Celui-ci regroupait alors l'Afrique, l'Amérique du Sud, Madagascar, l'Antarctique et bien sûr l'Australie. Lorsqu'il s'est fracturé il y a 160 millions d'années, l'Australie, elle, n'a pas bougé. C'est ce qui explique que sa flore soit restée si insolite. Nous pouvons voir ici la crosse courbée d'une fougère. Regardez les graines oranges que produit la femelle. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Je peux l'enlever. Regardez. Cela ressemble vraiment à une forme ancienne, non? Ce type de jardin est vraiment lié aux arbres. Il parle d'espèces anciennes, telles que les Amia ananas, de la famille des cicadales. Les cicadales appartiennent à la flore originelle de ces époques éloignées, quand les dinosaures dirigeaient le monde. On remonte à la préhistoire, avec ces plantes qui ont survécu depuis si longtemps. On se croirait dans un paysage à la Jurassic Park, avec aussi une dimension éthique qui pose la question de ce que nous avons fait à la planète depuis notre arrivée. Nous voulions manipuler le relief, le sol. Les paysages du Gondwana étant directement liés à la tectonique des plaques, nous avons utilisé des chemins faits de dalles dont la surface brute, abîmée, rugueuse, rappelle l'histoire de la tectonique des plaques dans un espace restreint. Je dois absolument vous montrer ce pin de Volémie. C'est vraiment une plante fascinante. Peut-être la dernière plante ancienne importante trouvée en Australie. Ici, vous pouvez voir deux exemples de cônes qui ne produisent pas de fleurs. Le pin de Volémie fait partie de la flore fossile. Il a été découvert très récemment dans les montagnes bleues près de Sydney. Chacun de ces arbres est un clone de l'autre. Ils sont donc génétiquement identiques à cet unique spécimen dont le lieu de découverte a été gardé secret. Pour un paysagiste, travailler avec des plantes qui ont évolué pendant des milliers d'années, c'est une sensation incroyable. Le jardin australien a été conçu pour raconter différentes histoires. La partie la plus satisfaisante du jardin est son côté ludique. Les enfants utilisent ce jardin d'une façon que nous n'aurions jamais imaginée. Au cœur même du jardin, on découvre un autre paysage irréel, un labyrinthe. Mais ici, les concepteurs ont abandonné les haies très hautes, qui d'ordinaire délimitent les allées, pour les remplacer par de grands pans rocheux. Dissimulé au cœur du minéral, apparaît alors un véritable cabinet de curiosité, la boîte de Pandore du jardin australien. L'étrange jardin merveilleux est un jardin secret. On ne le découvre que par hasard au détour d'un sentier. Il a été fait pour abriter les espèces les plus particulières et bizarres de notre continent, que ce soit des formes délicates ou sculpturales. Nous avions besoin d'un jardin pour transmettre la beauté de ces étranges et magnifiques plantes.
Grâce à l'utilisation des pierres levées, qui ont d'un côté un versant froid et ombragé et de l'autre un versant ensoleillé et surchauffé, nous avons pu créer de nombreux microclimats. Ces espaces offrent à la végétation des conditions de croissance qui ne se trouvent nulle part ailleurs. On peut voir la biodiversité qui est visuellement apparente ici. On voit tout de suite d'où viennent ces plantes. On comprend à quel point elles sont fortes et résistantes. On a juxtaposé plusieurs espèces de plantes, certaines venant d'une région aride et d'autres venant de la montagne. C'est le point central du jardin, aussi dramatique que le Red Sand Garden. Mais il ne crie pas comme lui « Regardez-moi, regardez-moi ». Il vous invite à entrer. Il ne ressemble pas à un paysage typiquement australien, mais il est intéressant, mystérieux, il est curieux. Les visiteurs sont attirés et viennent découvrir ce monde. Parfois, on a l'impression de se balader sur la Lune ou sur Mars. C'est à cause de cette richesse de texture, de cette singularité et de cette étrangeté. Au centre de ce labyrinthe se dresse majestueusement un arbre-bouteille. On ne peut alors s'empêcher de penser au labyrinthe d'amour, dont la structure formelle s'organise en cercle concentrique autour d'un pavillon ou d'un arbre. Très souvent, cet arbre est un pommier, en référence au jardin d'Éden. Il s'agit ici d'un arbre symbolisant la longévité et la paix, l'harmonie entre l'homme et la nature. Il y a deux éléments différents dans le jardin. Vous avez le jardin en lui-même, mais autour, vous avez une zone protégée. La zone protégée est là pour la protection de la biodiversité de la faune sauvage. Melbourne est une ville en expansion, comme beaucoup d'autres capitales du monde. Nous sommes de plus en plus entourés de maisons et nous devrons protéger ce jardin botanique dans le futur. C'est un nouveau défi. C'est la raison pour laquelle la protection du bush devient de plus en plus importante pour nous. J'espère vraiment que la structure de ce projet restera pendant encore de nombreuses années, peut-être durant 100 ans. C'est ce qu'on nous avait demandé. J'espère pouvoir revenir ici quand je serai grand-père, voir comment le jardin a poussé et réaliser que ce qu'on avait imaginé est en perpétuelle évolution. Même si je ne travaille plus ici pendant les 20 prochaines années, c'est un jardin qui restera toujours cher à mon cœur.